Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour ce live avec Tech Nature et deux autres laboratoires de formulation. Aujourd'hui, on va parler des façonniers et de l'agence Tout Service en fait, parce qu'en fait, un façonnier, c'est plus qu'un fournisseur, c'est un partenaire associé dans le développement de produits cosmétiques. On a la chance d'avoir aujourd'hui avec nous Sabrina, Bonjour. qui travaille. Bonjour Sabrina, qui est responsable commercial et marketing au laboratoire Alpol, qui en fait fait du soin et aussi avec une spécialité sur le solaire. On a aussi avec nous Louisette, qui est Bonjour. la présidente. Bonjour Lisette, qui est la présidente et fondatrice de ABC Texture, qui est également un laboratoire de formulation avec une spécialité sur le maquillage. Et on a Laure aussi. Bonjour. Bonjour, bonjour Laure. Laure, qui est donc responsable aussi commerciale chez Tech Nature. Tech Nature qui était un spécialiste de la formulation cosmétique avec une spécialité sur le masque et sur la formulation sèche, c'est-à-dire en poudre, en huile, etc. Donc aujourd'hui, on va aborder la question de cette relation client-fournisseur qui est très importante parce qu'en fait, la plupart des marques, même si pour certains, vous le savez déjà, mais la plupart des marques n'ont pas les capacités de fabriquer tous les produits cosmétiques, donc font appel à des spécialistes laboratoires. Et on va focaliser aujourd'hui sur la relation fournisseur, notamment avec le brief, qui est un élément important de la relation, et comment en fait la rédaction d'un brief ou la présentation d'un souhait, d'un désir client est très important. Et selon vous, Sabrina, quel est l'aspect le plus important, l'un des aspects importants dans la rédaction d'un brief et dans la réalisation d'une demande d'une marque auprès d'un fournisseur? Alors, tout d'abord, je remercie Tech Nature de m'avoir invité sur le plateau pour parler de notre métier. Donc, effectivement, je représente la société Alpol Cosmétiques. Et avant même de parler du brief marketing, on a une grosse part d'études de marché à considérer. Et cette étape est essentielle pour la mise en adéquation avec ce que souhaite le client et le produit qui va sortir sur le marché. Donc elle va confirmer l'existence même d'un besoin sur le marché et ça passe par plusieurs étapes. L'identification des évolutions du marché, des nouvelles tendances et éventuellement aussi de contraintes, de barrières. Et on va également, un point essentiel, on va également travailler sur l'analyse des concurrents pour voir quelle va être notre position sur le marché et s'assurer de la bonne adéquation avec les besoins des consommateurs. Donc la définition des cibles est très importante et également le milieu de distribution. Nous sommes vraiment présents dès cette étape, aussi bien Alpol que Tech Nature et que ABC Texture pour la marque. En qualité finalement de co-créateur, ce contour du projet est très important pour faire en sorte que le cahier des charges soit bien défini, bien complet. Et c'est en fait la clé du succès pour avoir un projet qui aboutit. Juste une question complémentaire par rapport à ça. Est-ce que ça veut dire que les marques doivent arriver avec un projet bien défini et leur propre étude de marché déjà réalisée de leur côté, avec la définition de leur cible, de leur positionnement sur le marché, etc. Ou est-ce que vous les accompagnez là-dessus? Est-ce qu'en fait aussi cette question va déterminer votre choix de travailler avec un client ou pas? Alors, effectivement, c'est un point important. Néanmoins, on s'adapte énormément. Le client a sa cible et nous, de notre côté, on va identifier avec lui comment faire en sorte d'adapter à cette cible. Donc on peut répondre aussi bien à une cible de produits pour les adolescents que pour les adultes, que pour les personnes matures. Donc on s'adapte en fonction du besoin client.
Ok, super. Donc en fait, si j'entends bien et pour résumer ce que vous dites, en fait, la marque peut des fois avoir une idée assez précise de ce qu'elle veut ou parfois pas, et vous l'accompagnez dans cette définition de son besoin, de sa cible et de ce qu'elle souhaite faire. Tout à fait. Et pour compléter un peu cette réflexion, du coup, Louisette, sur la partie client, quel est aussi l'aspect qui vous semble important? Il me semble qu'il y a la question du positionnement réglementaire et des revendications que la marque souhaite faire. Exactement. Avant de commencer à travailler en R&D, la première chose à regarder, c'est si le client veut du Cosmos, s'il va dans tel ou tel pays, et également savoir s'il a une blacklist ou des matières premières qui sont un peu décriées sans preuve scientifique, mais dont il faut tenir compte, comme on nous demande souvent d'être sur des Yucca List ou des Inky Beauty. Yucca List, il faut savoir que c'est sur scan de produits, donc c'est extrêmement difficile à travailler sur ce principe. Et également, ça change sans arrêt puisque c'est un peu la perception du consommateur. Et ça, ce ne sont pas des preuves scientifiques. Et nous, on est quand même des scientifiques et on ne peut pas... ce qui est vrai à un instant T n'est plus un an après. Donc ça veut dire que les produits sont obsolètes au bout d'un an d'un point de vue réglementaire si on est sur la base de Yucca ou sur Linky Beauty. Voilà. Il y a des produits qui sont en discussion, des matières qui sont en discussion, mais elles peuvent être validées par la suite à des études scientifiques. Donc il faut être très méfiante par rapport aux blogs, aux Yucca Test et compagnie, puisqu'il y a par exemple Claire de la FEBEA, qui est un organisme de cosmétiques qui est référent sur ce domaine. Donc il faut travailler plutôt avec Claire de FEBEA plutôt que le Yucca. Ça nous semble beaucoup plus facile pour nous et beaucoup plus clair. Voilà. Oui, oui, donc effectivement, donc ça veut dire que vous accompagnez aussi la marque dans ses réflexions sur ses revendications et notamment ses limitations en termes d'usage d'ingrédients. C'est intéressant parce que je pense qu'il y a une méconnaissance des marques par rapport à ça en fait, qui veulent en fait éviter un retour de bâton, je pense, des consommateurs et qui prennent des principes de précaution qui finalement sont immunisables pendant 3 mois, mais ils vont pas marcher un an après, comme si j'entends bien ce que vous dites. Si je peux me permettre, Eva, de rajouter, par exemple, on parle beaucoup de la palme actuellement, l'origine palme, ça vient de l'huile de palme et on ne veut plus le mot palme dans Linky. Sauf que l'acide palmique n'est pas forcément de l'huile de palme, issu de l'huile de palme. La plupart des huiles végétales contiennent de l'huile de palme, un acide palmitique. C'est un C16, donc quand vous voyez sur Linky acide palmitique, ça ne veut pas forcément dire que ça provient de l'huile de palme et de la palme. Donc il faut faire très attention d'être pas trop ayatollah par rapport à où expliquer les choses. Il y a également un point important, c'est qu'on nous demande de plus en plus l'origine des matières premières. Le nom Linky ne suffit pas, donc c'est vraiment une tendance lourde. Voilà. Non, c'est intéressant. Donc, vous voyez effectivement que les laboratoires sont là pour accompagner sur le développement en termes de marché, en termes aussi de revendications. Surtout qu'en fait, on a tendance à faire des raccourcis et le labo peut vous aider à faire ça. Et justement, avec Tech Nature, il y a là aussi la question des textures, il y a aussi la question, donc c'est pour tous les laboratoires, mais j'imagine, Laure, aussi, vous développez avec vos clients, vous les aidez à les orienter sur des textures qui vont correspondre à leur cible, en fait. Oui, exactement. En fait, alors ce brief dont on parle, effectivement, est important sur les aspects dont on vient d'évoquer, mais bien évidemment sur la texture, le rendu produit souhaité, au-delà du positionnement et de la cible. Comment on fonctionne? On a des formules qu'on appelle standards qui ne servent c'est une vitrine de notre savoir-faire qui permet en fait de présenter déjà des produits finis, d'ailleurs qui peuvent permettre de sortir des produits avec une réactivité plus importante. Et donc en fait ces produits standards, ces textures vont nous permettre de communiquer avec le client sur l'attendu de la référence. Maintenant, c'est vrai que le plus gros de notre savoir-faire et notre activité, c'est de développer à façon, d'où le mot façonnier.
Et donc, en fait, en partant de ces références standards, on va venir les personnaliser, les adapter en fonction de l'attente du client, et notamment du parfum, de la couleur, mais aussi un accompagnement dans le choix de l'actif. Alors, sauf s'il y a un actif phare d'une gamme qu'il souhaite utiliser, on va être là pour être force de proposition, pour présenter des actifs que par rapport à la veille qu'on peut faire sur les tendances actuelles, ce qu'on peut apporter, et notamment aussi, pour rejoindre ce que disait Louisette, de faire attention à ce que ces actifs répondent à la blacklist ou negative list pour dire tout ce qui n'est pas souhaité dans un produit, et faire attention que ça réponde bien également à cet aspect-là, au-delà du positionnement revendication en fait. Oui, bien sûr. Mais surtout que la texture est quand même très importante, et du coup vous les orientez aussi en fonction des actifs, des implications, parce qu'en fait si on change un ingrédient, on va avoir une implication sur le rendu final et la compatibilité des ingrédients entre eux. Exactement, en fait on est là pour les accompagner, notamment sur notre expertise de formulation et sur l'expérience qu'on a des formules, de nos formules et de celles qu'on pourrait développer aussi pour eux, et des contraintes d'actifs qui ne peuvent pas être dans un produit aqueux, dans un produit huileux, dans un produit poudre. Il y a effectivement des incompatibilités entre eux, et alors effectivement pour aller encore plus loin sur de la compatibilité derrière avec le contenant, mais effectivement on est là pour les accompagner dans ce choix et cette recherche du produit fini dans son intégralité. Ok, très bien. Du coup, j'ai une question complémentaire qu'on n'avait pas forcément abordée en préparation, mais est-ce que les parfums, la question du parfum, c'est important, parce que j'entends beaucoup de marques qui veulent travailler sans parfum, etc. Moi, je trouve que c'est dommage, parce que ça fait partie quand même du plaisir de s'appliquer un produit, c'est d'avoir un parfum qui est quand même agréable. Est-ce que vous les accompagnez sur ces choix-là aussi, vous les conseillez, j'imagine? Alors, je vais en parler un petit peu. Sabrina, oui. C'est très intéressant pour nous de mettre un parfum dans un produit cosmétique. C'est à la base de notre métier aussi de pouvoir avoir un produit de plaisir, et à la fois dans la texture, mais aussi dans l'odeur. Donc, pour nous, c'est important. Néanmoins, on a beaucoup de difficultés par rapport au parfum aujourd'hui. Très récemment, il y a l'IFRA 49 qui est arrivé au niveau réglementaire. Donc, on sait qu'il y a beaucoup de parfums qui sont plus utilisables, qui vont plus l'être à l'issue de cette réglementation. Donc, ça provoque aussi des reformulations qu'on n'attendait pas. Et c'est toute la difficulté après de savoir qu'il y a un parfum au départ du brief, nous permet aussi de cibler et d'enrober vraiment tout le contour du projet. Donc si on le sait dès le départ, on va faire en sorte de prendre en considération ce parfum, de faire en sorte de travailler avec le parfumeur qui va avoir plus ou moins une blacklist aussi de son côté pour répondre à la demande du projet, mais il faut le savoir dès le départ, et c'est tout le challenge, c'est ce qu'on disait au début, c'est d'avoir une connaissance complète du brief marketing, et comme ça on peut y répondre avec bien évidemment cette odeur attendue par le client. Si je peux Merci, rajouter Sabrina. Et du coup, allez-y. Si je peux rajouter quelque chose, jusqu'à présent, il y a 26 allergènes qui sont étiquetables. On parle de 86 allergènes étiquetables dans les années à venir. Ça veut dire que les listing keys vont être à rallonge dans les années à venir, et peut-être qu'il y aura sur ces 86 certains qui seront interdits. On en a eu 2 il y a peu de temps, ce qui oblige à refaire le parfum, comme tu disais, et à refaire tous les tests, parce qu'un changement de parfum, ça oblige à refaire un challenge test, ça oblige à refaire les stabilités, les compatibilités, tout. Voilà. Les tests d'innocuité également, puisque le parfum a une vraie influence sur l'innocuité du produit. Et le SPF aussi. Oui, tout à fait. Non, mais c'est pour ça que les marques, le sans parfum, en fait, ça simplifie, c'est sûr. Mais alors après, on essaye d'aller sur du parfum naturel, c'est ce qu'on nous demande. Mais alors là, le parfum naturel, la grosse contrainte, c'est sa tenue dans le temps. Et effectivement, le fait que c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à maîtriser alors encore plus à la température. Donc effectivement, ça reste normalement
produit plaisir parfumé et il faut jongler entre les contraintes réglementaires, les contraintes formulation, stabilité et puis l'attente malgré tout du consommateur final qui lui veut un produit plaisir. Et donc c'est effectivement un vrai sujet assez complexe en ce moment et un vrai sujet de formulateur. Oui. Et si je peux me permettre, sur la partie naturalité, justement, le parfum naturel, c'est très intéressant, comme le disait Laure, mais la problématique, c'est effectivement les allergènes. Et en fait, on se rend compte que cette réglementation sur les allergènes nous anime beaucoup parce qu'on répond aux 95%, voire 100% naturel que souhaite le client et en même temps avec des contraintes claires et définies au niveau réglementaire. Ouais, le naturel n'est pas forcément plus simple, effectivement, surtout en formulation. On pourra en parler des heures, je pense. Et du coup, pour continuer sur cette discussion, on voit bien qu'en fait, ici, c'est une relation de co-développement, finalement. Vous n'êtes pas juste prestataire de services, mais vous êtes acteur, en fait, du développement produit. Du coup, pour nous en détailler un peu plus, Sabrina, sur ce que ça veut dire pour vous, en fait? C'est vrai que pour nous, c'est un partenariat, effectivement, comme tu le disais, Eva, c'est de la co-création. Et pour nous, l'important, c'est d'avoir de la durabilité, de la fiabilité et également du dynamisme lorsque l'on fait du développement de projets. Et c'est vraiment ça qui nous anime avec les équipes en interne, mais aussi avec le client. C'est pour nous très, très important. Et c'est comme ça qu'on mène à bien aussi le projet, parce qu'on sait qu'on a parfois des difficultés tout au long d'un projet. Ça ne peut pas se faire toujours comme on le souhaite et dans un timing aussi précis qu'au départ. Mais grâce à la réactivité qu'on peut avoir en tant que partenaire, c'est comme ça qu'on répond à nos clients aussi. Et des questions de full service, en fait. Oui, exactement. Et l'importance du full service est primordiale parce que on répond dans tous les services support aux clients en passant par le marketing, on en parlait tout à l'heure, par le packaging, c'est aussi très important, le réglementaire, les services qualité également, parce qu'on se doit aussi être fiable par rapport à la qualité du produit. Et justement, sur cette qualité-là, Laure, comment ça se passe chez vous avec TechNature sur cette vérification de la qualité et du réglementaire? Alors pour le coup, effectivement, comme disait Sabrina, l'accompagnement avec différents supports, dont notre service qualité. Alors on va parler de qualité du produit fini, mais avant de parler de la qualité du produit fini, il y a la qualité des matières premières et des emballages qu'on va utiliser. Alors aussi bien quand c'est le façonnier qui va s'occuper donc de ce fameux full service et donc de l'approvisionnement des matières premières et des emballages. Donc là, on se doit bien évidemment de fournir ces matières et ces emballages de manière conforme, mais c'est un service qu'on propose également auprès de nos clients quand ils souhaitent nous fournir une matière première ou un emballage, de faire ce contrôle également à réception que l'attendu, l'intégrité est présent. Et donc en fait tout au long finalement de la chaîne de produits, le contrôle qualité est là pour accompagner le client sur la finalité. Donc ça, effectivement. Et du coup, dans cette relation, Louisette, vous êtes aussi garant, par exemple, de la compatibilité et de la suggestion et de la proposition de packaging compatible avec la formule souhaitée? Alors, on peut faire du full service comme nous trois, hein, et c'est aussi, le client peut venir avec son propre packaging. Il y a une diversité de matériaux plus ou moins recyclables, plus ou moins biodégradables, plus ou moins biosourcés. Et on voit de plus en plus la demande vers des produits soit biosourcés ou recyclables. Le biosourcé, par exemple, c'est assez problématique. Ça vient de la betterave, du bambou, ou que sais-je, encore d'autres éléments, d'autres points, d'autres matériaux qui vont venir.
Et il y a souvent des problèmes de compatibilité, de migration entre le produit et le pack. C'est pas forcément bien, puisque ça peut être le pack qui migre dans le produit ou l'inverse. Vous retrouvez avec des couleurs ou des parfums au niveau de votre pack. Donc c'est pas encore bien maîtrisé ce côté-là. D'où l'importance d'être un peu parano de notre côté et de faire le maximum de tests, surtout sur des nouveaux matériaux. Voilà. C'est des nouveaux matériaux, effectivement, et c'est le problème des nouveaux matériaux. Moi, j'ai beaucoup de demandes aussi d'informations sur les nouveaux matériaux, mais je dis attendez, c'est pas facile parce qu'en fait, plus les formulations naturelles, plus elles vont manger les plastiques, en fait, parce que c'est des interactions entre les cellules, enfin les molécules naturelles, etc. Avec et le plastique, plus il est naturel aussi, plus il est sourcé différemment. C'est des nouveaux matériaux qu'il faut tester. Donc, tout à fait. Et qui dit naturel, Eva, qui dit naturel, dit pas standardisé, hein, en fonction des saisons, en fonction du climat, en fonction du lieu géographique où c'est prélevé, on a forcément des produits différents. Exactement, oui. Du coup, une petite question, pareil, quelle est votre plus grande frustration et votre plus grande joie de la relation client, en fait? La frustration, ça peut être, par exemple, quand on n'arrive pas à se parler assez souvent. En ce moment, par exemple, avec le fait d'être à distance, j'imagine que ça prend plus de temps de développer des produits. C'est peut-être source de frustration. Et quelle est la plus grande joie que vous avez dans le développement de travailler avec une marque, en fait? Je commence. Alors effectivement, Eva, tu viens de l'évoquer. Je pense que notre plus grande frustration en tant que partenaire dans un développement, c'est de ne pas avoir accès aux clients facilement. Et on se rend bien compte que un déplacement physique et une discussion physique remplace je sais pas, une vingtaine de mails et même des coups de fil et des visios. Enfin, c'est vrai que ça nous fait gagner du temps sur la compréhension en fait du client dans ce qu'il attend, et donc en fait cette compréhension elle est importante pour le développement, puisque notre plus grande, là c'était frustration et je sais plus comment tu disais, mais la joie, la plus grande joie, c'est que ça fonctionne clairement, c'est que le produit qu'on... Et qu'il y a une deuxième commande derrière, c'est ça? C'est ça, le réassort. Oui, c'est ça, hein, que le produit fonctionne, plaise, qu'il y ait du réassort, qu'il y ait une continuité dans ce produit, et puis une continuité avec les marques derrière en fait. Hein. C'est de développer des gammes avec elles, parce qu'on crée un vrai lien de confiance, et donc du coup c'est de continuer ce partenariat. Hein. C'est vrai je pense qu'on a toutes des exemples de marques avec qui on travaille depuis très longtemps, et ça fait plaisir de savoir que ces marques nous font confiance depuis le départ, et qu'on va continuer aussi les développements, même si quelquefois il peut y avoir des aléas, mais on arrive toujours à se faire comprendre, et c'est vrai que la grosse difficulté, on en parlait un petit peu en off, c'est aussi de s'adapter au départ en fait avec la marque. Après, quand l'adaptation elle se fait, je pense que Louisette, tu peux en parler peut-être. Oui, enfin moi ce que je voulais dire, c'est d'une frustration peut naître quelque chose de nouveau, et c'est ce qu'on vit actuellement. Là, on est devant vous toutes les trois, c'est se réinventer également, et je pense que chacune dans notre domaine et dans notre société, du fait de la frustration de ne pas pouvoir voyager, pas pouvoir voir les clients, on s'est toutes réinventées à la fois dans la relation client, qui est différente. Nos clients, quand ils sont en télétravail et qu'ils ont comme contact que nous, ou leur chef de produit ou leur directrice produit, ils sont très contents d'avoir des personnes comme nous là pour pouvoir parler de produits et parler tout court, quoi, voilà. Et également cette année de frustration nous a permis aussi de se réinventer. Pour notre part, on a retravaillé la partie FDA, donc on est OK FDA, Cosmos, on a mis en place plein de choses qu'on n'aurait pas eu le temps de mettre en place auparavant, et qui nous permettent de repartir quand on pourra repartir dans une situation plus normale, avec beaucoup plus de punch et beaucoup plus d'atouts dans notre poche, quoi. Voilà. Et j'imagine aussi qu'avec vos années d'expérience, vous avez dû sortir des épines du pied de vos clients. Donc, est-ce que vous avez un exemple de choses ou alors des sentiments où vous avez vraiment sauvé la mise du client qui était parti sur une idée un peu farfelue, et finalement, vous l'avez recadré, ou alors sorti une idée avec un nouveau parfum, avec des choses comme ça?
Est-ce qu'on a des petits exemples? Peut-être c'est compliqué, c'est vrai qu'on n'avait pas préparé cette On question-là. n'a pas préparé la question, mais je pense qu'on en a venir avec tous des idées, mais ouais, on en a forcément toutes des anecdotes. Et alors sans en citer un particulièrement, je ne sais pas si je laisse Sabrina et Louisette réfléchir pendant que je parle, mais mais en fait l'idée elle est là. En fait, c'est que le partenariat et le co-développement fait que on est là pour aider, pour accompagner et parfois effectivement dépanner ou sortir de la mousse si on peut dire ça comme ça. Et voilà, sans avoir un exemple, il y en a, de pouvoir sauver un lancement, ne serait-ce que par, j'en parlais tout à l'heure, les produits standards, nos produits catalogues qui sont déjà prêts pour sauver un lancement parce que peut-être qu'en interne ça avait raté, ou alors, Sabrina en parlait, la réactivité et le fait qu'on ait des temps parfois plus courts, ou en tout cas des procédures qui nous permettent d'aller un peu plus vite que chez nos clients. Oui, on les dépanne dans une attente marché. Et puis, je pense que vous validerez également, on fait énormément de recherche et développement en interne, au-delà de développer la façon pour nos clients. Et on fait de la veille marché, de la tendance. Et notre rôle, c'est aussi d'être là pour proposer les nouveautés de demain. Et donc, du coup, de les accompagner dans finalement quelles sont les tendances sur lesquelles les marques doivent aller. Également en fait. C'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que vous êtes force de proposition du coup sur des extensions de gamme, sur des nouveaux produits, ou c'est toujours la marque qui vient avec son brief? Mais j'imagine que vous êtes force de proposition aussi. Oui. Vas-y, après je crois que la plus grande fierté qu'on peut avoir, enfin en tant qu'ABC Texture, c'est créer une tendance. C'est-à-dire que nous on fait tous de l'innovation. Et quand une marque dit OK et qu'elle le lance alors que c'est pas quelque chose, il n'y a pas déjà, elle n'est pas suiveuse mais elle est lanceuse, nous on est super fiers parce que ça veut dire qu'ils nous font confiance et qu'on crée une tendance, et ça c'est vraiment super pour des sociétés comme nous. Après, c'est vrai qu'on se rend compte qu'on a un gros travail, comme le disait Laure, au départ de toute façon, et ce que ne voit pas la marque, parce qu'on arrive avec peut-être du standard, on arrive avec des produits déjà développés. On a un énorme travail d'innovation et de R&D. Chez Alpol, par exemple, on a énormément travaillé le conservateur. C'est un gros challenge depuis quelques années. On a un groupe conservateur. Donc aujourd'hui, on sait s'adapter parce qu'on a soit des polémiques sur les conservateurs, soit justement on a eu lieu de perturbateurs endocriniens ou de problématiques sur des conservateurs qui ne sont pas naturels pour répondre aux 95% ou 100% naturels. Donc en fait c'est là notre clé de succès, c'est de pouvoir répondre de manière très rapide parce qu'on a fait un travail en amont qui nous permet de faire avoir cette réactivité. Et c'est vrai que c'est difficile de donner un seul exemple. Ouais. Je crois qu'on en a plein, et en fait, finalement, on en aurait peut-être dans tous les projets parce qu'il y a toujours un petit aléa qui arrive dans le projet qui fait qu'on arrive à se dépasser finalement. Ah ouais. Et effectivement, moi je suis d'accord avec vous, enfin, je vois ça fait 15 ans que je suis dans l'industrie, et pour moi l'innovation elle vient beaucoup des gens comme vous qui travaillent, parce qu'en fait vous êtes spécialiste d'une activité, par exemple sur Alpol avec le solaire, donc j'imagine que vous avez aussi beaucoup travaillé sur ces questions-là, et je pense que les consommateurs n'ont aucune idée en fait, et c'est intéressant, je sais que les marques elles savent que les innovations viennent de vous, donc c'est très intéressant d'avoir ce point de vue-là. Voilà, nous sommes des travailleurs de l'ombre. C'est ça. C'est exactement, c'est les innovateurs de l'ombre. Et moi, je sais que quand j'ai besoin d'idées et de savoir des innovations, sur ce qui se passe, les tendances sur les innovations, je vais voir les fournisseurs. Donc voilà, je pense que c'était une discussion très intéressante. Est-ce que vous avez peut-être un mot de la fin, quelque chose que vous souhaitiez ajouter chacune? Alors, a priori, il y aurait peut-être des questions. Et oui, il y a des questions. Ok. On me dit en régie qu'il y a des questions. Alors, qui pose les questions? Est-ce que c'est Anne-Claire en régie qui nous pose les questions? Alors, c'est Anne-Claire, mais je crois que... Alors, normalement, on aurait dû pouvoir les lire, et je crois que ce n'est pas possible, donc on va nous les... Est-ce qu'Anne-Claire, on t'entend si tu parles de là-bas? Je sais pas. Peut-être pas. On va répéter les questions. Désolée, on est en direct, alors oui, on va les répéter. Ouais. Une question, que conseillez-vous quant à la durée de vie des tests, à l'évolution de la réglementation dans le cas où aucun ingrédient n'est devenu interdit entre-temps? Alors, que conseillez-vous dans le cas de la durée de vie des produits par rapport aux tests
et les ingrédients qui deviendraient du coup réglementairement plus utilisés, etc. Alors ça, c'est... Ah, pour faire de la reformulation, peut-être, c'est ça? Ouais. C'est dans ce cadre-là, la question? Bah, Je pense. La Ça doit être... reformulation, de toute façon, J'imagine. un développement, c'est à Ouais. peu près 9 mois minimum. C'est de 9 mois à 2 ans. Ouais. Voilà. Ceux qui peuvent faire moins, c'est du standard. C'est ça. Clairement. Exactement. Et après, dans le cadre de la reformulation, je ne sais pas comment ça fonctionne chez vous, mais nous, en fait, on le traite par analyse de risque. Donc, on va vérifier, en fait, la problématique au moment voulu. Ça peut être un actif, Sur ça un peut être un ingrédient. parfum, ça peut être... Et donc, là, on va s'adapter, enfin, en fonction. Alors, Donc, on le disait tout à l'heure, c'est il va y ça. avoir peut-être des tests de stabilité à refaire, de compatibilité, des tests d'innocuité. Et c'est difficile de répondre à cette question. Ouais. Mais de toute façon, je pense que le scope de la question, c'est de dire, en fait, si un ingrédient devient interdit et qu'il est déjà dans ma formule et que ma formule, j'ai un Il y a pack, ça, Ah, mais ça, 6 on mois. est là, Il y a- on prévient en amont. Hein. En Il y a fait, toujours on a- un délai. Il y a Ah toujours oui, un non, délai. réglementation, C'est jamais c'est pas interdit du du jour au lendemain. Non, On il y a sait à un- peu près combien de temps on a pour le retravail. Il y a un délai d'application, effectivement, et notre rôle, justement, c'est en fait, on a un service réglementaire qui fait cette veille, qui sait en proactif quel ingrédient, en tout cas, alors déjà sur la sellette, puis interdit, et donc en fait, on travaille déjà dès le moment où on sait qu'il va être sur la sellette, on l'intègre plus dans les formulations pour éviter justement ce retravail dans le temps. Ouais. Et ce qu'il faut Exactement. voir, c'est le temps, alors on n'avait pas le cas peut-être il y a encore 5-10 ans, mais là le temps de reformulation prend énormément de temps dans la partie développement. Ah ouais. Hein. C'est impressionnant. Hein. Il y a eu récemment, Louisette le disait tout à l'heure, le Liral, le Lilial. Donc ça a été vraiment un gros travail et on a dû le prendre en amont en fait, Ah oui, parce que oui. sinon, On a Je fait à pense peu qu'on- près 2 ans pour le faire. c'est ça. Et il s'agit de quelques ppm dans la formule. Hein. Ouais. Donc, quelques ppm dans la formule, c'est-à-dire partie par million. Ça peut jouer sur le challenge test, sur le SPF, sur les stabilités, sur la coloration. Voilà. Et, le parfumeur, s'il enlève ça, il rajoute autre chose. Hein. Exactement. Et je pense qu'il faut dissocier ici de la discussion de l'interdiction marketing et de l'interdiction bien sûr. réglementaire, Complètement, parce qu'il y a complètement. souvent- Ah oui. Il y a souvent des allégations, par exemple, les parabènes, ça a commencé par des allégations marketing, les gens qui ont commencé à dire que c'était pas bien, etc. Ouais. Et c'est ça qu'il faut dissocier. Et souvent, le régulateur, entre le moment où il y a une controverse sur un ingrédient et où l'ingrédient est déréglementé ou réglementé différemment, il y a quand même un temps d'attente. Et c'est minimum 5 ans, c'est rare que du jour au lendemain, un ingrédient soit interdit, à moins qu'il y ait des preuves de santé publique, etc. Mais c'est rarement le cas en cosmétique. La cosmétique, c'est quand même Tout à c'est fait. quand même pas du Et il y a des extraits de plantes qui se disent bactériostatiques, qui contiennent des parabènes naturels, parce que le parabène se trouve à l'état naturel. Hein. La problématique du parabène, c'est qu'on a rajouté, on avait le méthyl propyl butylparabène, voilà, et c'est les ISO qui ont été rajoutés il y a 10 ans qui ont créé le problème. Donc il aurait suffi juste d'enlever les ISO, ce qui a été le cas. Mais comme parabène, ça se dit dans toutes les marques et tout le monde le sait, facile à retenir, et ben on met plus de parabène. Ah non. Mais moi je serais, voilà, les avant ma parabènes, retraite, je suis sûre qu'on en mettra. Voilà. Mais voilà, les parabènes, si on en parle, c'est pour 3 heures encore. C'est Ouais, quand même- je pense voilà. que ça a notre sujet. Et tout le monde Je le sais connaît. pas Voilà. si on avait d'autres questions. Est-ce qu'on a d'autres questions du coup? Non. Non, a priori. Bon, c'était une question. On a fait le tour, voilà. Moi, merci mesdames. Est-ce que vous avez un mot de la fin peut-être? Merci à Merci tous ceux à qui sont Technature, connectés. déjà. Merci à Technature. Merci en tout cas Et merci à nos confrères d'avoir répondu présent à cette nouveauté que ce April Cosmétique Festival, qui est vraiment né du fait que quelque part vous nous manquiez tous, aussi bien nos clients parce qu'on ne vous voit pas, mais aussi tous les acteurs de la cosmétique. Alors les confrères aujourd'hui, mais les fournisseurs de matières premières, les fournisseurs de tests, etc., où on avait quand même l'occasion de se retrouver tous les ans sur différents salons internationaux, puisqu'on on travaille beaucoup à l'international. Et donc du coup, on est ravis en tout cas aujourd'hui de pouvoir raccrocher un petit bout de ce qu'on peut vivre lors d'un salon. Et merci du coup d'avoir répondu Merci présent. à Merci. Et puis un grand succès au festival. Voilà. Hein, du coup. Et beaucoup de vues, on souhaite qu'il y ait Ouais, beaucoup de c'est vues. ça. Voilà. Exactement. Merci. Et moi qui fait les allées des salons depuis des années, justement pour voir les fournisseurs, les nouvelles innovations, etc., ça me manque énormément en termes de contenu. C'est un peu compliqué de savoir qui fait quoi et qui en est où. Et heureusement qu'on a bâti des relations avec le temps et qu'on a maintenant les réseaux comme ça pour faire ce genre de choses. Donc merci à tous. Merci. Merci Technature.
Merci Alpol et merci Laure, Louisette et Sabrina, et merci à tout le monde derrière en régie. Et puis à très bientôt. À À bientôt. bientôt, Ok, à bientôt, au revoir. tout le monde. Au Au revoir. revoir.